Vous êtes à la source de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir. Les titres du journal. Présidentielle de décembre 2025, accompagnement des organisations de la presse et de la société civile, des chèques sont remis aux différentes structures. Inauguration du centre de santé de Timbi Madina, préfecture de Pita. L'infrastructure va sans doute renforcer les offres de soins dans cette sous-préfecture. Remise officielle des médailles aux athlètes de la Fédération guinéenne de patinage à roulettes, une compétition récemment organisée au Sénégal. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Suivi des actions gouvernementales en matière d'infrastructure, le Premier ministre se rend sur plusieurs sites d'ouvrage de franchissement et c'est pour s'assurer de l'état des réalisations. Ousmane Bangoura. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Ouriba a parcouru plusieurs quartiers de la capitale, de Kassoya à Kakimbo, en passant par le kilomètre 36 et Kissoso. Sur chaque site, le chef du gouvernement est venu constater l'état des ouvrages de franchissement réalisés et échanger avec les populations riveraines. Sanoa est fermement engagé. Nous sommes plus qu'honorés de recevoir le Premier ministre. Nous sommes là à matérialiser les instructions de la plus haute autorité. Face aux communautés, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de préserver ces infrastructures indispensables à la mobilité et à la sécurité des usagers. C'est pour rappeler que la préoccupation des autorités au plus haut niveau, c'est avoir Conakry une ville propre. La décharge de Dar Salam sera fermée. Elle sera fermée et sera transformée en un lieu où les populations de Conakry et de Guinée, dans 2 ans ou 2 ans et demi, lorsque tout sera terminé, chacun aimera aller vivre au cœur de la décharge, à côté de la décharge, parce que ce sera l'endroit le plus féerique, le plus beau, le plus recherché de la zone de Conakry. À travers cette démarche, l'exécutif réaffirme sa volonté de garantir la durabilité des investissements publics et de promouvoir une culture d'entretien collectif. Présidentielle de décembre 2025, accompagnement des organisations de la presse et de la société civile. Les chèques sont remis aux différentes structures. C'est pour matérialiser la convention de partenariat qui lie la DGE à ces organisations. Amadou Touré. Tout comme au scrutin référendaire du 21 septembre dernier, la Direction générale des élections a renouvelé son partenariat avec les associations professionnelles de presse et les organisations de la société civile, les unes pour une large communication citoyenne sur le processus et les autres dans le cadre de la mobilisation et l'adhésion massive des populations au processus en cours. Cette convention sur 3 mois et aujourd'hui l'accompagnement financier que Madame la directrice de la DGE a bien voulu mettre à la disposition des associations de presse. Ils étaient là pour la remise des chèques concernant cette convention. Ils sont déjà rassurés de l'engagement de la presse privée. Donc je dirais tout simplement ils doivent aussi être rassurés cette fois-ci encore que le travail se fera dans de meilleures conditions et tout en respectant les règles de l'art. Parallèlement, au niveau central, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation 14 véhicules tout-terrain pour faciliter le travail de supervision de ces cadres. Aujourd'hui, nous faisons la remise des 7 premiers véhicules que nous avons reçus qui vont aller au haut cadre du ministère, notamment les conseillers et les directeurs. Et comme vous le savez, le ministère de l'administration du territoire est au cœur du processus électoral et nous avons besoin effectivement de nous déplacer. Ces différentes initiatives visent à apporter plus de crédibilité et de fiabilité au processus électoral en cours dans un élan d'inclusion de tous les acteurs concernés. Concertation au ministère de la Jeunesse. Autour de la table, les cadres du département ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il est question d'établir une feuille de route pour mieux coordonner les actions au profit de la jeunesse. Diarra Diallo.
À ce jour, le ministère de la Jeunesse est engagé dans une dynamique de coordination des interventions, des projets en faveur des jeunes et du renforcement de leur participation pour le développement du pays. C'est dans cette optique que se tient cette deuxième réunion du cadre national de concertation pour la promotion de la jeunesse. Cette stratégie de coordination des actions vise à harmoniser les politiques d'insertion, à partager les bonnes pratiques et à assurer un meilleur suivi des projets destinés aux jeunes. En tant qu'acteur de la conception, parce qu'on a participé à l'élaboration de l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette stratégie de mobilisation des ressources et de mobilisation des partenaires et nous espérons être au cœur de la mise en œuvre pour que nous puissions vraiment être non seulement acteurs mais en même temps bénéficiaires de tous ces projets et programmes au bénéfice de la jeunesse. La rencontre a permis aux acteurs de passer en revue le suivi des recommandations issues de la première réunion du cadre de concertation qui s'est tenue le 10 février 2025. Il a été aussi question de partager les perspectives et les actions à mener en 2026. Ce que nous allons dire, c'est que dans cette période, nous sommes à la modicité des ressources. À notre côté, nous allons essayer de mobiliser, nous allons essayer d'investir, mais on va aussi compter sur le gouvernement à travers le ministère pour investir un peu plus, pour qu'on puisse aller un peu plus loin ensemble. Nous avons décidé, en plus des autres activités qui seront menées, d'avoir un programme ambitieux à l'image du bossage qu'on avait ici, qui prend en compte toutes les directions nationales et générales ici qui ont des activités et qui vont mettre en place un programme ambitieux pour s'occuper de l'émancipation et de l'épanouissement des jeunes. Pour 2026, des projets structurants destinés à la jeunesse guinéenne sont envisagés. Ce second cadre de concertation marque désormais une étape supplémentaire pour une approche plus inclusive et collaborative dans la promotion de la jeunesse guinéenne. Incendie ravageur au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, près de 3000 personnes impactées selon les chiffres officiels. Après cette tragédie, le gouvernement et ses partenaires réaffirment leur soutien aux victimes. C'est à l'image du Fonds monétaire international à travers la facilité de crédit rapide. Mounir Bari, Maïmouna Bella Diallo. Après l'incendie du 19 décembre 2023 au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les autorités guinéennes et leurs partenaires multiplient les actions pour renforcer la résilience des victimes. Dans cette dynamique, le Fonds monétaire international mobilise 5 millions de dollars pour financer des micro-projets portés par les familles sinistrées. Ce n'est pas un don, mais c'est plutôt un fonds qui permettra aux ménages sinistrés de Kaloum de se relever. Ça leur permettrait de faire des micro-projets. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer au nom du gouvernement notre profonde solidarité envers les familles touchées par la tragédie du 18 décembre 2023. Ce drame a bouleversé notre pays et continue d'appeler un engagement collectif fort pour accompagner les ménages éprouvés. Plusieurs départements sectoriels sont associés à cette initiative. Le protocole d'accord relatif à l'utilisation des ressources de la facilité de crédit rapide est désormais signé. L'objectif du fonds de la facilité de crédit rapide, qui est une facilité conçue pour apporter un soutien immédiat en situation de choc, est d'accompagner les autorités dans l'implémentation d'activités savamment sélectionnées pour atténuer l'impact de l'incendie du dépôt principal des hydrocarbures de Kaloum. Le financement de 42 milliards accordé au FAEF, son utilisation permettra d'accompagner les ménages sinistrés via le financement des micro-projets générateurs de revenus afin de renforcer leur résilience et leur autonomie économique. L'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures affecte plus de 3000 personnes. Depuis, divers mécanismes de soutien sont mis en place pour améliorer les conditions de vie des victimes. Modernisation de l'administration publique. Fini la formation de la deuxième cohorte du certificat de compétences administratives. Une promotion 2025 placée sous le signe de la performance. Mamadi Terna Kamisoko. C'est avec solennité que l'INFP a procédé à la clôture de la formation de la deuxième cohorte de la promotion 2025 du certificat de compétences administratives. Une formation de 4 mois qui vise à renforcer les capacités des agents publics et à insuffler une nouvelle culture de performance au sein de l'État. Chers récipiendaires, depuis plusieurs mois, vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme. Vous avez su tirer profit de cette formation
pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers les résultats. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne se résume pas à une simple remise de certificat. Elle marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, le couronnement d'efforts soutenus et le symbole d'un engagement collectif au service de la compétence, de l'éthique et de la performance administrative. Cette deuxième cohorte porte désormais le nom de Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, en hommage à son leadership et à son engagement en faveur de la professionnalisation des services publics. Chers membres, chers auditeurs, chers certifiés de cette deuxième promotion, vous avez, comme la présidente l'a dit, embrassé des savoirs, aiguisé des compétences, mais surtout surmonter des défis. Unis par la cohésion et animés par la détermination, les membres de cette nouvelle cohorte affirment leur volonté de devenir des acteurs du changement administratif tout en s'engageant à servir l'État avec intégrité et efficacité. Par ailleurs, soins de santé primaire. Un premier groupe s'approprie la thématique. Ce sont 200 agents de santé majoritairement issus des zones rurales. Adia Toubari. Durant 2 mois, ces agents ont suivi une formation intensive combinant cours théoriques, sessions pratiques et mise en situation réelle. L'initiative vise à améliorer leurs compétences en diagnostic, prise en charge de base, prévention, référence des cas compliqués et promotion de la santé communautaire. Une formation dense orientée vers les réalités communautaires de leur localité. Face à l'épidémie des mpox qui touche notre pays, le renforcement des compétences en soins de santé primaire devient encore plus urgent. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié cette formation visant à renforcer les services dans les centres et postes de santé des régions de Bouké, Mamou, Labé, Kankan, Farana et Zérekori. Nous repartons chacun dans nos structures respectives avec des compétences renforcées et la détermination de mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises pour améliorer la qualité des services offerts à nos populations. L'Institut de perfectionnement du personnel de santé a accueilli cette première vague d'apprenants en santé primaire. Pour les autorités, le renforcement de capacités est une opportunité unique, surtout dans les localités où les besoins sanitaires restent immenses. Vous avez acquis des compétences théoriques solides et des savoir-faire pratiques essentiels grâce à l'appui d'encadreurs talentueux et expérimentés. Ces acquis sont un levier puissant pour améliorer la qualité des services et faire progresser durablement nos indicateurs de santé. Avec cette première promotion prête à rejoindre les communautés, la Guinée, à travers l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, fait un pas de plus vers un système de santé primaire plus fort, plus accessible et plus résilient. On enchaîne avec l'inauguration du centre de santé de Timbi Madina, préfecture de Pita. L'infrastructure vient renforcer les offres de soins dans cette sous-préfecture. La mise en service est assurée par le ministre de la Santé, Kama Maroufba. En périphérie de la commune rurale de Timbi Madina, le centre de santé amélioré de la localité. Cette structure sanitaire vient renforcer l'offre de soins aux 70 000 habitants de cette sous-préfecture. Aujourd'hui opérationnelle, la structure comprend un bloc opératoire, des salles d'accouchement, un laboratoire équipé, une pharmacie, une maternité, une salle pour l'imagerie médicale, des salles d'hospitalisation et un logement. L'inauguration de ce centre de santé amélioré de Timbi Madina, qui nous réunit ici, est un rêve de longue date qui se réalise. Nous avons une profonde reconnaissance envers le gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence Mamadi Doumbouya. Cette infrastructure est une référence pour le rayonnement de la santé publique de par sa valeur cardinale, socle de la vie. Je vous invite à prendre toutes les dispositions utiles pour entretenir ces bijoux. Réalisé dans les normes sanitaires, le centre de santé amélioré de Timbi Madina est financé par la Banque islamique de développement. L'idée vise à rapprocher les offres de soins en zone rurale. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Tient à la santé de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen, où qu'il se trouve.
Aujourd'hui, avec ce centre de santé, les nouveau-nés, les enfants seront vaccinés ici. Les femmes pourront accoucher ici. Des consultations pourront se faire également ici, à vos côtés. Dans cette même dynamique de rapprocher les structures sanitaires des populations, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à la mise à disposition de ce centre de santé à la commune urbaine de Pita, situé au quartier Guémet. Santé communautaire, sensibilisation et formation. Un vaste programme qui se déroule à Conakry. 20 femmes sont concernées et une manière d'améliorer les comportements liés à la santé reproductive. Nabi Kamara. Former, sensibiliser et améliorer durablement les comportements liés à la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est l'objectif d'un vaste programme de formation de santé communautaire qui vient d'être lancé à Conakry et dans la région des Élécourés. C'est le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement qui le pilote. Le projet en général vise à former les femmes et les filles, les jeunes, les adolescents, afin d'adopter des comportements favorables à la SRMANIANUT, c'est-à-dire la santé reproductive, néonatale, infantile et de la nutrition des enfants en République de Guinée. Nous attendons de ces membres de ces OCB d'aller vraiment démultiplier cette formation dans leur organisation de base, mais aussi au-delà de ça, sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques. Sur le financement de l'ONU Femmes, le programme intervient dans les 13 communes de la capitale et la commune urbaine des Élécourés. Ici, à Conakry, une vingtaine de femmes ont bénéficié de cette formation. On a eu à échanger avec les filles, les femmes, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu de différentes générations qui étaient réunies ici. On a partagé beaucoup d'expériences qu'on savait et on ne savait pas avant. Ensemble, on va essayer de s'organiser, de faire, même si c'est une causerie entre les mamans, pour pouvoir faire passer le message. Ce programme prévoit la formation de 100 à 500 jeunes et 1000 à 2000 femmes afin de renforcer leurs connaissances et leur capacité à adopter les comportements favorables à la santé familiale et communautaire. A signalé que le 28 novembre dernier, la représentante de l'ONU Femmes, Dr Djenaba Dao, en mission de travail en Guinée, a rencontré les organisations communautaires de base impliquées dans ce programme. De l'exil à l'excellence, le compatriote Abou Sangaré est honoré en France. Cela fait suite à sa brillante prestation dans le film L'histoire de Souleymane. Cette distinction est présentée à la représentation diplomatique. Mohamed Souma, Amadou Touré. Abou Sangaré est l'acteur principal du film L'histoire de Souleymane de Boris Lokin, sorti en 2024. Le film, inspiré en partie de son propre histoire, raconte l'histoire d'un jeune Guinéen sans papier qui travaille comme livreur à vélo à Paris et se bat pour obtenir le statut de réfugié. La performance d'Abou Sangaré lui a valu le prix d'interprétation masculine dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes en 2024 et le César de la révélation masculine en 2025. Des distinctions qu'il est venu présenter à son pays à travers l'ambassadeur de la Guinée en France. Je suis très content que ce film aille loin, que tout le monde le voie, puisque c'est important dans notre monde aujourd'hui. C'est important aussi pour nos jeunes Guinéens qui, à l'heure où je parle là, il y a tout le monde qui veut venir en Europe. C'est important aussi de leur montrer ces films-là pour dire qu'ici, c'est pas simple. Honoré par cette marque patriotique, l'ambassadeur Senkoun Silla a loué les qualités professionnelles et le parcours atypique de ce jeune Guinéen et sa remarquable résilience face aux défis du parcours migratoire. À l'ambassade de Guinée à Paris et de nous présenter son prix d'interprétation du meilleur acteur européen, mais aussi le César qu'il a obtenu et qui honore non seulement ses œuvres, mais qui honore aussi la République de Guinée. En venant ici à la représentation diplomatique de son pays à l'Hexagone, le jeune lauréat Abou Sangaré s'est fait accompagner par sa directrice de casting ainsi que du réalisateur du film à succès, L'histoire de Souleymane. Retour au Bercail. En France, à Kissidougou, la solidarité et la prévention sont prônées. À l'hôpital préfectoral, des enveloppes symboliques sont offertes aux mères de famille. En plus de ce geste, insister sur la protection des nouveau-nés. Sans la Sagnon.
À l'hôpital préfectoral de Kissidougou, la directrice générale des impôts a effectué une visite à la maternité pour rencontrer les mères et partager un moment de solidarité. Au cours de cette tournée, elle a remis des enveloppes symboliques aux femmes tout en les sensibilisant à l'importance de l'hygiène, notamment dans les soins maternels et infantiles. Mon sentiment, c'est des sentiments de satisfaction. Notre sœur Fatoumata Binta Diallo, envoyé spécial du président Mamadi Doumbouya, nous leur souhaitons longue vie et succès. Les populations sont très satisfaites. On sait que le président Mamadi Doumbouya, c'est un président qui est proche des populations. Cette visite rappelle que la protection des mères et des nouveau-nés demeure une priorité nationale. Nous sommes vraiment très contentes avec la période difficile que nous traversons. Ce n'est pas évident. Merci. Ce geste arrive à un moment précieux. Ces femmes vivent des moments difficiles. Du fond du cœur, nous vous remercions. Un moment de proximité, d'écoute et d'engagement qui illustre la volonté des institutions publiques de rester au plus près des populations. Agriculture performante, on en parle. Des herbicides sont réceptionnés par les autorités. Une bonne nouvelle pour les producteurs confrontés aux difficultés liées aux mauvaises herbes. Résultat attendu, augmenter les rendements. Aboubakar Djabi, Fodé Camara. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires s'engagent à stopper les mauvaises herbes, des ennemis dévastateurs des cultures. Plus de 500 000 litres d'herbicides totaux sont ainsi réceptionnés grâce à l'appui de l'entreprise MC Group. Ce soutien direct aux producteurs à l'entame de la période culturelle est essentiel pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes qui menacent les rendements. Aider les producteurs, les appuyer dans la lutte contre les herbes, ça c'est déjà un avant-goût pour promouvoir la productivité. À ce niveau, j'invite la direction à prendre les dispositions utiles le plus rapidement possible pour mettre en place une clé de répartition selon des critères objectifs de manière à faire parvenir à ceux qui sont dans le besoin. La réception de cet important lot d'herbicides dont le dosage permet de couvrir environ 1 à 2 litres par hectare marque une étape stratégique dans la sécurisation de la production agricole nationale. On est aujourd'hui à la réception d'herbicides total. Je pense que ça a plus d'importance que beaucoup d'autres pesticides parce que nous ne restons pas sans savoir que les désherbages coûtent tellement cher à la population que certains n'ont pas la force de produire beaucoup d'hectares. Donc ces herbicides reçus total. Et je me réjouis pour dire que c'est venu à temps et ça sera mis à disposition pour que les agriculteurs puissent faire des herbages à temps pour être dans le calendrier agricole. La distribution de ces herbicides totaux sera assortie de sessions de sensibilisation à l'intention des utilisateurs afin de garantir leur application selon les normes rigoureuses de sécurité et de protection de l'environnement. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité ce samedi, l'appel du gouvernement au grand nettoyage massivement suivi dans la capitale. Les habitants de Conakry étaient dans les rues pour débarrasser les immondices. Mariam Kamara. Ce samedi 6 décembre, les rues de Conakry ont changé de visage. En réponse à l'appel des autorités, des citoyens de toutes les communes se sont réunis pour un grand nettoyage collectif. Une mobilisation inédite planifiée par le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures en charge de l'assainissement. Depuis le lancement de cette campagne ce matin, il y a une forte mobilisation. Au-delà du nettoyage, c'est aussi la conscientisation. Il faut que les populations comprennent que si aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas pris en compte par l'État, c'est parce que des montants colossaux sont investis dans le cadre de l'assainissement. L'objectif est que ça soit, disons, une habitude ancrée qui permet d'assainir nos maisons, aussi nos rues. L'objectif est clair, éliminer les principaux points noirs qui tachent la capitale. Partout, l'élan de solidarité a été palpable. Une journée pour balayer les déchets, mais aussi
pour balayer les mauvaises habitudes. Nous avons répondu à l'appel tout d'abord parce que ce nettoyage, il nous concerne. Qu'on nous appelle ou pas pour assainir le quartier de Lombaye parce que c'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé. Cette activité d'assainissement est une activité citoyenne et dans toutes les communes, il y a une forte mobilisation et cela a permis non seulement de ramasser les ordures, mais aussi c'est une façon de sensibiliser aussi les citoyens par rapport à la problématique de gestion des déchets. Pour le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, la priorité est désormais de capitaliser sur cet élan. Il s'agit non seulement de pérenniser l'action, mais surtout de susciter une prise de conscience durable sur l'importance de la salubrité publique. Cet acte citoyen ne s'est pas limité à Conakry. L'opération Coup de balai est élargie à l'ensemble du territoire national. Au même moment, le ministre de la Défense était dans les rues de Conakry. À ses côtés, le chef d'état-major général des armées. Plusieurs quartiers ont été assainis. Lieutenant Sana Kamara. Pour cette journée citoyenne, l'armée guinéenne est mobilisée autour de son ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboakassidi Kamara, accompagné du chef d'état-major général des armées, des chefs d'état-major de l'armée de terre, air et le chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, ainsi que les commandants des grandes unités de la capitale, ici au rond-point du grand marché de Matoto. Nous avons reçu les instructions du chef suprême des armées, le président de la République, pour venir nettoyer les rues. L'armée a toujours eu pour devise notre nation, notre raison d'être. Nous nous joignons à la mairie de Matoto, aux collectivités décentralisées pour venir nettoyer nos rues parce que c'est la source de la santé, du bien-être. Il est temps que nous nettoyions nos rues. Des mesures d'assainissement urbain prises par l'État guinéen dans le but de sauvegarder la santé publique en brisant le cycle de transmission des maladies liées à l'insalubrité. Vous remerciez tous au nom du ministre de la Défense nationale. Je voudrais aussi vous remercier au nom du chef d'état-major général des armées, de vous féliciter, vous remercier, vous encourager pour cette activité citoyenne que vous venez de faire. C'est ça la volonté de monsieur le président de la République, que nous participions à nettoyer, à aider la population, à rendre cette ville propre. Comme l'armée, le personnel du ministère du Commerce et les femmes vendeuses du marché des Matoto, dans une ambiance festive, étaient également mobilisés. C'est un appel citoyen que l'armée a lancé. Ils seront là, à côté de la population, mais nous devons faire une gestion responsable de nos déchets. Nous devons changer de comportement. Fidèle à sa vocation, l'armée guinéenne est toujours à l'œuvre pour servir sa nation. Mois de décembre, mois synonyme de déplacement pour lutter contre les accidents de la circulation. La prévention est privilégiée. Une campagne de sensibilisation vient d'être menée sur la route Koya-Kindia. Yaya Silla. Sur cette route, l'ONG Passroute mène une campagne de sécurité routière. Le slogan « Doucement, c'est sûrement ». Entre Koya et Kindia, choisissons la vie, pas la vitesse. Il s'agit de sensibiliser les camionneurs, souvent fatigués, véhicules mal entretenus, risquent de chauffage des freins dans les descentes. Les chauffeurs de taxi minibus sont les plus concernés. C'est une action que nous, en tant qu'ONG de la société civile, nous avons initié à réaliser sur le terrain. Notre but, c'est de soutenir les actions de l'État dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. À cette campagne de sensibilisation sur la circulation routière, les autorités locales sont associées, tout comme les brigades mobiles qui doivent plutôt se déplacer que de se regrouper en un carrefour. L'article 10 dit que le conducteur est toujours maître de son volant de direction. Alors, il doit faire attention avant de quitter le point de départ. Il doit contrôler en principe son véhicule. Si vous faites excès de vitesse, ça peut provoquer l'accident. Et surtout, si les gens prennent des substances là pour se mettre derrière la direction, l'alcool, la drogue, ils prennent ça pour être derrière la direction, ils vont plus se contrôler. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est là où arriver à destination. Le mois de décembre doit être mis à profit pour accentuer cette campagne de sensibilisation sur les accidents de la route entre Koya et Kindia.
Sécurité routière, toujours 4e édition de la Semaine nationale, une démarche préventive contre les accidents de la circulation. À Mamou, plusieurs activités sont organisées au profit des conducteurs. Mamadou Patebalé. En Guinée, les accidents de circulation se multiplient sur les différents axes routiers du pays. Face à l'ampleur du phénomène, le ministère des Transports, à travers l'Agence guinéenne de la sécurité routière, tente de réduire les cas d'accidents qui continuent d'endeuiller de nombreuses familles, d'où le lancement à Mamou de la 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'Agence guinéenne de la sécurité routière, dans une démarche inclusive, à travers la Semaine nationale de la sécurité routière, a pour objectif de réduire de manière significative les accidents de la route. Pour cette 4e édition, la Guisère a mobilisé 140 conducteurs d'engins roulants venus des transports en commun, des responsables des syndicats de la région. Ils ont eu 2 jours d'échange pour recevoir toutes les notions liées à la pratique de leur métier. Une personne qui n'est pas formée est très dangereux pour la population. Pour réussir ce programme, le ministère des Transports et la Guisère bénéficient de l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans le but d'atténuer la fréquence des accidents le long de nos axes routiers. Je voudrais assurer aux participants de l'engagement de l'administration régionale à soutenir les initiatives visant à améliorer la sécurité routière. Nous sommes convaincus que la collaboration entre les différents acteurs est essentielle pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, la lutte contre les accidents de circulation interpelle l'ensemble des acteurs du secteur, conformément à la volonté politique du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour que la sécurisation des personnes et de leurs biens soit une réalité. Parallèlement, lutte contre les accidents ferroviaires, la sensibilisation touche les élèves de l'école Fidel Castro. C'est en banlieue de Conakry, une manière de les mettre à l'abri des accidents sur la voie ferrée. Moussa Bangoura. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence multiplie les efforts sur le terrain pour réduire le taux d'accidents ferroviaires dans les quartiers. Ici, à l'école Fidel Castro, à Dar Salam, commune de Bessia, les élèves ont été conscientisés sur les dangers des accidents ferroviaires et le jet des ordures sur les rails de Roussal Sebeka. Nous allons sensibiliser les riverains au long des rails pour éviter les accidents ferroviaires. Le rail est fait pour le train et non pour les élèves. Je dirais comme toujours, de dire aux enfants de faire très attention au train, de ne pas marcher sur les rails, de ne pas s'asseoir sur les rails, de ne pas prendre les rails comme des raccourcis, car le train ne peut pas s'arrêter brusquement. Enseignants et responsables du quartier saluent l'initiative, une initiative qui contribue à sauver des vies. L'école se trouve tout près des rails et cette sensibilisation, ça devient une opportunité pour eux afin d'éviter ces accidents ferroviaires. Ça me va droit au cœur pour que mes enfants, les jeunes de notre quartier puissent vraiment savoir comment utiliser ces rails. Et quand vous êtes sur les rails, quelles sont les précautions que tu vas prendre pour ne pas que tu sois surpris par le train. C'est parti donc pour 20 jours de sensibilisation. Riverains installés le long de la voie ferrée, marchands ambulants et tenanciers seront touchés par cet exercice citoyen. Et puis, un parc sportif et de loisirs pour la jeunesse. L'espace va contribuer à l'encadrement de la couche juvénile, un geste de Rissal Frigia qui élargit son appui à des enfants vulnérables. Kernos Mandialo. Le centre sportif et de loisirs de Fria, entièrement financé par Russal Frigia, vient répondre à une double demande, celle d'offrir aux jeunes et aux enfants un espace pour leur épanouissement, mais aussi contribuer à la modernisation d'une ville où la pratique du sport est traditionnellement ancrée. Pour Russal, c'est à nouveau la preuve d'un engagement à soutenir le développement durable à travers des projets à fort impact socio-économique. Ça fait 2 ans que je suis venu pour travailler ici en tant que le directeur général de cette société Russal. Ici, il y avait une montagne des ordures, exactement ici, dans ce parc. Donc moi, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour changer la situation parce que c'est tout au centre-ville, c'est à côté de nous, à côté de la préfecture même. J'ai pris un engagement
de mettre en place un parc de loisirs et de sport pour la population de Fria et vous témoignez aujourd'hui que le parc est réalisé. C'est devenu la réalité. Espace de divertissement et d'encadrement, le parc sportif et de loisirs de Fria est aussi pensé et réalisé pour aider les jeunes à faire prospérer des idées de projets. Cet instant solennel marque une étape majeure dans l'histoire récente de notre commune. Il témoigne de notre volonté collective d'inscrire Fria sur la voie d'un développement harmonieux, ambitieux et durable. Nous tenons réellement à remercier la société Russal pour cette belle infrastructure qui vient rejoindre la grande liste des activités des grandes infrastructures que le gouvernement, à travers la vision de Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Après l'inauguration du parc sportif et de loisirs de Fria, la société Russal Frigia a entrepris un programme d'assistance aux enfants dans les orphelinats de la ville. Pendant ce temps, dans la région de l'Abbé, le Lions Club est au chevet des élèves. Cela fait suite à la déperdition scolaire constatée à Gadaoundou, préfecture de Koubia. Sur place, 300 kits scolaires complets sont offerts aux élèves. Son assaillant. À l'image des autres Lions Club du pays, le Lions Club Oumoul Kiramiba de l'Abbé multiplie les actions en faveur du développement local. Constatant une forte déperdition scolaire liée à la pauvreté des parents dans la commune rurale de Gadaoundou, préfecture de Koubia, l'organisation offre 300 kits scolaires complets aux élèves. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner que la solidarité ne se limite pas dans les grandes villes. Et notre sens d'existence en tant que club à l'Abbé, c'est véritablement de venir au secours des enfants les plus vulnérables. À travers la population, nous sommes extrêmement pauvres. Les élèves venaient, il n'y avait pas de tenue, pas de cahier, pas d'ardoise. Ils viennent seulement. Si un élève écrit, il finit, il passe l'ardoise à une autre personne. Si aujourd'hui nous obtenons ce matériel, franchement, nous sommes contents. La cérémonie de remise qui comprend l'ensemble des fournitures scolaires mobilise autorités locales, responsables éducatifs, parents et élèves de toutes les écoles de Gadaoundou. Émus, les parents et les autorités saluent un geste qui vient soulager de nombreuses familles et encourager la scolarisation des enfants. Nous sommes très contents de Lions Club Oumou-Kiramiba de l'Abbé pour ce geste. La plupart des parents d'élèves n'avaient pas le moyen pour acheter des fournitures scolaires. Cela contribuait à l'abandon scolaire. Au terme de cette action solidaire, le Lions Club Oumoul Kiramiba réaffirme son engagement à poursuivre ses œuvres sociales au profit des personnes vulnérables dans l'ensemble de la Moyenne-Guinée. Vers le haut débit, progressivement, le dispositif se met en place. Les acteurs impliqués se retrouvent à Kindia. Objectif, établir le bilan annuel ainsi que le budget pour 2026. Nimousse Diakité. La Guinée poursuit sa transition numérique dans le but de développer davantage l'accès au haut débit. Un programme d'intégration régionale porté par le projet de transformation numérique pour l'Afrique Wardip. À Kindia, les acteurs de l'unité de gestion et les bénéficiaires de Wardip Guinée se retrouvent autour du plan de travail qui sera mis en œuvre au cours de l'année 2026. En République de Guinée, nous n'avons qu'un seul câble sous-marin. Nous mettrons en place un système d'adressage numérique. Nous mettrons en place le CERP national, qui est le centre d'alerte en cybersécurité. Nous mettrons aussi en place la plateforme PKI, qui est une plateforme, une infrastructure à clé publique. Et c'est important de rassembler tous les bénéficiaires afin de travailler sur ce PTBA pour 2026. Après avoir établi le bilan technique et financier 2025, les échanges ont aussi porté sur les contraintes, les leçons apprises afin de jeter les bases d'une planification réaliste et efficace pour 2026. On nous a formé comment rédiger les TDR que la banque peut valider sans problème. Et en plus, comment les avis à manifestation d'intérêt doivent être travaillés pour ne pas qu'on ait des difficultés au traitement des dossiers. Les priorités gouvernementales peuvent changer. Il faudrait qu'on recadre, qu'on redimensionne le projet en vue de l'adapter aux priorités définies par le gouvernement dans le cadre, n'est-ce pas, de son programme de développement socio-économique pour
pour 2026. Le projet Wardip implique la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Ces activités réformatrices devraient permettre l'atterrissement du deuxième câble sous-marin en République de Guinée. Sensibilisation contre les violences basées sur le genre, c'est dans le cadre des 16 jours d'activisme. Ambition affichée, mettre fin aux violences faites aux filles et femmes. Mohamed Kamara. C'est une campagne mondiale de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui est lancée à travers cette cérémonie. Gouvernement, partenaires et activistes unissent leurs efforts pour intensifier la lutte contre toute forme de violence auxquelles les femmes sont confrontées. Pour l'édition 2025, le thème intitulé « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles » est dédié à la campagne. Aujourd'hui, les jeunes filles ne sont même pas informées que quand elles postent quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'une autre personne prenne cette image-là pour republier ou faire autre chose, elles ne savent pas que cela constitue une violence numérique qui est aussi une violence basée sur le genre. Vous pouvez compter sur l'engagement indéfectible du système des Nations Unies pour soutenir le gouvernement guinéen dans ses efforts de prévention et de protection des droits de chaque femme et chaque fille. Nous restons mobilisés pour soutenir et protéger les survivantes. La validation de la politique nationale JAR 3, la mise en place du groupe thématique JAR sont quelques actions posées par le gouvernement pour promouvoir le JAR dans le pays. La campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles nous rappelle que la dignité humaine ne se négocie pas et que la violence n'a pas sa place dans une société qui aspire au progrès. Au cours de ces 5 jours d'activisme, mobilisons-nous en faveur d'un monde dans lequel la technologie sera une force au service de l'égalité et non un préjudice. Cette campagne de 2 semaines en différé permettra aux acteurs impliqués dans la défense des droits des femmes et filles de mener des actions de sensibilisation contre la pratique à travers tout le pays. Place maintenant à la Journée internationale du handicap, occasion d'accompagner des personnes à mobilité réduite. À Conakry, des activités sportives sont organisées au profit de cette couche vulnérable. Bakary Bamba Kondé. La journée internationale des personnes en situation de handicap est organisée tous les 3 décembre par les Nations Unies pour les soutenir. Cette année, la société UMS a organisé un match de gala mettant en avant les équipes de parasport de football des amputés et de para-haltérophilie. Une manière de promouvoir non seulement le sport, mais aussi sensibiliser le public à l'importance de l'inclusion et du respect des droits des personnes handicapées. Quand on est handicapé, on peut faire quelque chose. Quel que soit l'handicap que tu as, si tu as la volonté, Dieu et toutes les personnes de bonne volonté vont t'accompagner à développer ce que tu as entrepris ou ce que tu veux entreprendre. Mais quand tu choisis la mauvaise voie, ils vont t'accompagner dedans. Mais la meilleure façon de vivre, c'est de vivre dignement. Les personnes à mobilité réduite sont appelées à s'engager dans les activités sportives pour améliorer leur bien-être et la confiance en soi. Elles ont ainsi partagé leur expérience, encourageant d'autres à surmonter le handicap et à poursuivre leurs rêves. Après le football, la compétition d'haltérophilie a mis en lumière la force physique et mentale des sportifs. Être handicapé, peut-être c'est la situation physique qui est limitée, mais vous verrez quand même que mentalement, c'est des gens qui sont bien réfléchis. Donc, si vous avez une situation physique d'handicap, je me dis que ça ne doit pas vous limiter à vous rendre utile pour votre communauté, à vous rendre utile pour votre société et pour votre nation. En mettant en avant le sport comme un outil d'inclusion, cette initiative de l'UMS rappelle l'importance de soutenir les personnes en situation de handicap dans leur recherche de reconnaissance et d'égalité. La journée s'est conclue par la remise de satisfecit honorant les performances des travailleurs en situation de handicap. Tout est question de mental. Sport sur fond de réjouissance, remise officielle des médailles aux athlètes de la Fédération guinéenne de patinage à roulettes, une compétition récemment organisée au Sénégal. L'activité est présidée par le ministre des Sports, Abdoulaye Diallo.
Des médailles d'argent pour la place de vice-championne et le trophée de meilleur joueur de la CAN de patinage de football skating, raflé par Fayamara, c'est la moisson de l'équipe nationale de Guinée. Une compétition disputée à Dakar du 17 au 21 septembre 2025 avec la participation de 11 pays sur les 17 membres du continent. Cette performance exceptionnelle honore son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et votre soutien constant à notre fédération qui regroupe aujourd'hui une trentaine de clubs à travers le pays. Logée dans un groupe relevé, l'équipe guinéenne a affronté le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Mali, enregistrant 2 victoires et un match nul pour se hisser en finale qu'elle a perdu contre le Sénégal, pays hôte. Avec cette première expérience réussie, l'heure est à la communion pour rehausser ce sport en Guinée. Que ce soit le patinage à roulettes ou on le dit en anglais, le skating, c'est la même chose. Nous ne devons pas avoir 2 fédérations. C'est pour cela que nous voulons appeler tout un chacun à rejoindre la fédération pour faire une seule fédération et travailler ensemble. Et vous devez être fiers de vous. Après le rendez-vous de Dakar, l'équipe nationale de patinage est attendue à Dubaï courant décembre pour le mondial de rollball et février 2026 pour le football skating dans le même pays. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.